Depuis que OpenAI est sorti de la boîte, Internet va fondamentalement changer. On va demander à un agent, une IA qui va aller scraper pour toi les sites commerçants avec tes critères et qui va te faire tes propositions et tu vas cliquer. Le temps de cerveau qui va redevenir disponible, parce qu'en fait le marketing c'est essayer de pousser ton message pendant le temps de cerveau disponible, il va se transvaser vers des plateformes où les gens passent leur temps. C'est TikTok, c'est Instagram, c'est Twitch. La manière dont on construisait des customer journey qui étaient basées sur des hypothèses, même si on avait des data, on va moins avoir ce genre de customer journey parce qu'il sera plus relatif à des vraies interactions en real time et qui va se reconstruire au fur et à mesure et à chaque fois. À partir du moment où on leur amène du data cloud, il faut qu'on les amène à changer la façon de faire du marketing. Alors ils vont pas béner leur journée du jour au lendemain. Le welcome journey il sera toujours pertinent, mais c'est à nous de faire la pédagogie, de leur dire maintenant tu peux faire du one-to-one personnalisé à chaque instant T. Si on parle de pérennité de carrière sur ces sujets-là, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels il faut aller si on veut durer. Là, c'est la data et l'IA. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salesforce People. Je m'appelle Abalash, j'interviens en tant que chef de projet, intégrateur et formateur. Dans ce nouvel épisode, on va parler de marketing digital, d'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle va changer le métier de marketeur et des agents IA. Et pour animer ce podcast, j'ai avec moi un invité qui est un expert du marketing digital, un membre actif de la communauté Salesforce Marketing Cloud et un marketing champion. Bienvenue Mounir. Merci Abalash, merci de me recevoir. Très content que tu sois avec nous. Je te propose qu'on commence par une présentation et revenir un peu sur ton parcours. Bien sûr. Donc, Mounir Nejaï, donc je suis marketing champion, comme a dit Abalash. C'est ça. J'ai envie de dire, avant tout, je suis un consultant en marketing, je dirais automation, pour être un peu plus précis, depuis environ, 18 ans, quelque chose comme ça. Ça commence à faire du temps. Ça commence à faire du temps. J'ai commencé sur des plateformes on-prem avant de passer sur Salesforce autour de 2016, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça doit faire bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans sur Salesforce Marketing Cloud au début, puis ensuite tous les cousins qui se sont ajoutés. Ça a commencé avec la DMP Crux quand ils se sont fait racheter. J'avais travaillé dessus avant de rentrer dans l'écosystème Salesforce d'ailleurs. Et puis tous les add-ons qu'il y a eu depuis jusqu'à récemment. Donc en 2018, j'ai lancé ma propre entreprise, donc Cesium, pour être intégrateur Salesforce spécialisé plutôt sur les briques marketing, B2C. J'avais une certaine aversion pour le B2B, donc plutôt B2C, plutôt marketing de masse, hyper personnalisé, ce qui était aussi un peu mon background et là où j'avais mon réseau aussi et l'essentiel de mes skills. Donc on s'est lancé sur de l'intégration en tant que partenaire Salesforce dès le début en 2018, fin 2018. Et puis à partir de 2020, on a commencé à développer un peu de software, des App Exchange, donc pour ceux qui connaissent, donc des apps qui vont être des add-ons à Salesforce et des App Exchange sur la partie Marketing Cloud, parce que c'est ce qu'on connaissait le mieux et là où il y avait le plus de manque. Et on a lancé les premiers, je pense, en 2021. On en a lancé 3. On était le premier ISV, donc c'est comme ça qu'on appelle ça, un Independent Software Vendor français sur Salesforce Marketing Cloud à l'époque. Je crois qu'on était le 3e européen, quelque chose comme ça. Il y en a eu d'autres depuis. Certains qui sont passés en coup de vent, malheureusement, et puis d'autres qui sont restés un peu plus longtemps. C'est un monde qui est un peu compliqué sur la partie ISV. Il ne suffit pas de se retrouver sur la plateforme. Je pense qu'on en reparlera. Ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que je ne connais pas très bien. Le monde du partenaire en tant qu'intégrateur, je suis ça depuis pas mal de monde. Je pense qu'on connaît un peu l'envers du décor. Par contre, ISV, c'est très, très sombre pour moi. Je ne connais pas du tout et ça m'intéresserait de partager avec toi. C'est très, très différent, en fait, la partie ISV. La partie consulting, je pense que même parmi tes auditeurs, il y en a beaucoup qui la connaissent. Il y a ceux qui sont chez des partenaires Salesforce. Être partenaire consulting de Salesforce, c'est quelque chose qui est très, très structuré. On a des bons points, des mauvais points en fonction de ce qu'on ramène comme business, du nombre de certifications qu'on obtient, de notre commitment sur les parties equality, diversity ou sur d'autres axes de développement sur certains produits, etc.
Donc la partie consulting elle est très très structurée, y compris la façon d'avoir des points, où la satisfaction client compte beaucoup, mais en fait on est en pendant des objectifs des commerciaux de Salesforce, et du coup en fait même les statuts de partenariat ils reflètent finalement notre façon de bien fonctionner avec les sales de Salesforce. Quand on est partenaire logiciel, c'est un peu différent. Il y a un truc qui est sympa, c'est que s'il n'y a pas d'overlapping, c'est-à-dire si notre solution ne vient pas concurrencer un module de Salesforce, il y a de grandes probabilités pour que le sales de Salesforce puisse pousser ton offre. S'il te connaît, s'il la connaît, si vous avez des bonnes notes, une bonne réputation, ça lui permet de compléter sa réponse au cahier des charges qui a été demandé par le client, et il est même rémunéré là-dessus. Donc, il y a un revenue sharing avec les partenaires logiciels, et qui vont directement, qui sont comptabilisés pour le commercial Salesforce. Donc, on peut se dire dans un premier temps, ah, c'est cool, je vais être sur un marketplace, il y a des dizaines de milliers de clients qui vont me voir, et les commerciaux de Salesforce vont pousser mon produit. En vrai, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, sur la partie marketing cloud, être sur l'App Exchange, c'est pas ce qui va ramener des clients. C'est juste, j'ai envie de dire, un levier de trust. C'est-à-dire, si tu y es pas, on te fait pas confiance. En fait, c'est le parallèle un peu entre un corsaire et un pirate. Donc, si tu y es pas, on te fait pas confiance. Faut y être. Si tu veux vendre en tant qu'App Exchange, il faut y être. Mais en fait, c'est 5% de ton pipe, de ton acquisition de pipe. Je ne parle même pas de ton acquisition de clients. Ensuite, tout le boulot, il est un peu à faire. La problématique que j'ai eue et qu'ont beaucoup de personnes qui sont dans l'écosystème Salesforce et qui ont des idées de produits, c'est qu'en fait, moi de background, je suis ingénieur, on a souvent une réponse à une problématique technique. Et on a souvent un fantasme d'ingénieur qui pense que le produit se suffit à lui-même. Mais en vrai, non. En vrai, si tu veux vendre des logiciels, quel qu'il soit, mais dans l'écosystème Salesforce, c'est pareil. Si tu veux vendre des logiciels, le développement du produit, sa maintenance, etc., toute la partie R&D, y compris le Customer Success, ça va peser 30-40% de ton budget. Le reste, c'est du sales, c'est du marketing, et il faut aller les chercher, les clients toi-même. C'est long, c'est compliqué, ça coûte. On est assez réfractaire en France, on aime bien, mais enfin, payer de la pub, ça marche quand même. Et on est en B2B. Donc, sur le playbook, c'est pas, les clients vont pas acquérir des App Exchange comme ils achètent quelque chose sur Sarenza. Il faut que vous soyez quelque part dans le backlog, en fait. Déjà, vous êtes dans le backlog, et là, à une réunion, à un daily meeting, il faudrait qu'un des développeurs se dise « Ah, mais ce ticket là, qui va nous prendre 3 semaines, j'ai vu un truc sur l'App Exchange, pas très cher, on peut peut-être traiter comme ça. » Disons, ça, je pense que c'est environ 70% des ventes que j'ai faites. J'étais dans le backlog. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. Ben oui. Pour l'avoir expérimenté, d'avoir des manques fonctionnels que j'ai pu avoir sur certains points sur Salesforce, j'ai fait ma petite recherche, j'ai effectivement recherché sur l'App Exchange, j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes et qui étaient complémentaires avec ce que j'avais sur Salesforce. Try. Voilà. On va l'essayer d'abord, et puis effectivement, si c'est concluant, et ben on va aller un peu plus loin. Donc effectivement, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc en fait, il suffit pas de mettre le produit sur l'App Exchange, il faut le mettre, il faut communiquer, il faut que les gens le sachent, mais l'essentiel c'est d'être top of mind au moment où il sera dans le backlog. Il y a assez peu de chances que tu fasses, et on n'est pas assez gros sur cet écosystème-là, que tu fasses vraiment de la demand generation, que tu crées un nouveau besoin. Mais il faut que tu répondes à quelque chose d'existant et qu'il soit dans les backlogs et que les gens pensent à toi. Pense à le mettre dans le backlog aussi, parce que si tu fais du logiciel, disons que fin d'année, c'est l'occasion pour toi d'aller essayer de marketer ton produit pour que les gens pensent à mettre une ligne budgétaire, mais s'il n'y a pas de ligne budgétaire, tu vendras pas l'année suivante. Donc, il y a tout ça qui peut être un peu long, un peu compliqué à appréhender. Je pense que c'est le principal frein, parce que j'ai vu des gens qui ont lancé des App Exchange qui étaient super, mais il y a plein de produits en fait qui sont lancés, qui sont super, techniquement meilleurs que plein d'autres produits qui marchent, mais où en fait les fondateurs, souvent, on a fait l'erreur aussi, je veux dire. Au début, tu penses que le produit va suffire à lui-même, et c'est après que tu apprends que faut le marketer, faut l'accompagner, faut le faire connaître. À limite que le produit, il est limite accessoire. Mais il y a tout un pan après le produit que tu dois préparer.
avant et après. Et Salesforce, ensuite, par contre, là où c'est intéressant, en fait, si tu veux te lancer dans l'édition de logiciels, il y a beaucoup d'ingénieurs, là, aujourd'hui, dans l'écosystème Salesforce qui peuvent se demander comment évoluer. Alors, ils veulent pas être consultants, ils veulent passer plutôt en freelance, il y en a qui veulent aller en interne, il y en a qui ont des skills plutôt techniques, qui aimeraient bien développer des petits trucs ou avoir un side project, en fait, qui leur apporte. Alors, aujourd'hui, sur l'écosystème Salesforce, il n'a jamais été aussi simple de devenir partenaire. ISV? ISV ou n'importe quoi, mais même ISV. Ok, ouais. En fait, consultant, tu veux dire? Ouais, Ouais. Mhm. tu as ta boîte, tu as une boîte qui existe, tu peux aller t'enregistrer en tant que partenaire ISV, il va te falloir quelques certifs, etc. Et puis, il va falloir que tu expliques quel type de produit tu veux vendre. Mais il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée. D'accord. Les barrières à l'entrée, côté ISV, avec Salesforce, ça va être plutôt technique. Vous allez trouver les bons interlocuteurs pour faire avancer le schmilblick et arriver sur l'App Exchange assez vite. Le process peut être plus ou moins long. Enfin, quand tu connais, ça va vite. Je pense qu'on peut le faire en 2-3 mois. Même en 2 mois quand on connaît. La première fois, ça peut prendre 6-7 mois, etc. Bon, ça après, faut se rapprocher des bonnes personnes. Mais on peut rentrer sur l'App Exchange assez facilement quand on connaît l'écosystème, quand on connaît les produits. Et le deuxième truc qui est sympa chez Salesforce, c'est qu'il y a des communautés d'utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose, tu lances un produit pour le mettre sur la marketplace, je dis n'importe quoi, d'Adobe, va le marketer gratuitement. Hein. Je veux dire, là, tu peux aller le marketer à des user groups, tu peux sponsoriser un événement de user group côté Salesforce, c'est assez facile. Les leaders de user group, ils sont open, surtout à partir du moment où on va les financer. Enfin, je veux dire, c'est un win-win pour tout le monde. Les invités sont contents, ils ont un peu plus de goodies, ils découvrent un produit, ça fait un sujet sur le talk, tout le monde est content et ça permet en fait d'essaimer et des user groups, il y en a sur toute la planète. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Il y a une communauté d'utilisateurs qui est structurée, qui est mondiale. Donc si on a un produit qui répond à une problématique, bah, tout à coup, on a un marché mondial à qui on va le vendre. Si tu es sur un produit core, tu peux laisser Salesforce gérer le checkout pour toi. Et donc, la facturation, y compris la ponction de leur revenue sharing, mais en fait, ça arrange tout le monde finalement. Et du coup, bah, tu as un circuit de distribution international, tu as des commerciaux qui peuvent te pousser partout, et tu as des user groups que tu peux adresser partout. La communauté Salesforce est facilement adressable sur des Slack, sur LinkedIn. Donc, oui, si tu veux te lancer en édition de logiciels, l'écosystème Salesforce, c'est une très bonne porte d'entrée. Même si après, tu veux faire autre chose. Mais là, si tu veux, tu as des... En fait, quand tu vends un produit, finalement, tu le vends, tu cherches des carrefours où il y a ton audience, enfin des carrefours d'audience. Et Salesforce, tu as des carrefours d'audience, j'ai envie de dire, à tous les coins de rue. Tu as les events, tu as les World Tours, les Connections, les Dreamforce, les User Groups, les webinaires divers et variés. En fait, des Slack, tu as le Trailhead, la Trailblazer Community, les réponses aux questions. Il y a plein de canaux qui sont disponibles. En fait, voilà, c'est un peu open bar. Donc, au début, c'est quand même sympa parce que sur la distribution, ça va te permettre, même si ça va être difficile, c'est pas des accélérateurs, mais t'as des petits coups de pouce. Okay. Et donc, ça, c'est sympa. Après, ça t'empêche pas de commencer à penser à des produits un peu plus larges plus tard. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Tu as un truc qui est... Et quand tu as un bon produit, ça marche bien. Regarde, je vais parler d'un produit plutôt core. Je pense que tu connais Gridmate. Ouais. Tu vois, Gridmate, sans leur faire offense, hein, le produit, il est assez simple. Techniquement, c'est pas non plus... Enfin, voilà, ils ont pas inventé une IA, mais il répond à un vrai besoin. On a localisé un pain. On a leveragé les dreaming, les différents events. On a investi sur la distribution. On a communiqué correctement. Et ça marche. Et du coup, le produit, on le développe. Il y a la bonne logique. On part d'un MVP. On rajoute des versions. Le produit est de plus en plus abouti, fini. Les utilisateurs donnent des bons feedbacks sur l'App Exchange. Ça parle. Ça crée de l'émulsion, ça fait vivre. Et il y a de l'attraction. Voilà. Et ça marche très, très bien. Okay. Donc voilà. Et juste peut-être un autre petit conseil aux gens qui auraient des idées d'App Exchange. Vous bridez pas sur votre idée.
parce que vous allez chercher sur l'App Exchange et qu'il y en a une qui ressemble à ce que vous vouliez faire. C'est pas grave. Allez-y quand même. Non, c'est pas grave du tout, parce que déjà, ça veut pas dire qu'ils ont encore les fonds pour tenir 6 mois. Toutes les boîtes ne survivent pas. Ça veut pas dire que l'équipe a envie de continuer à bosser sur ce produit-là. Ça veut pas dire que vous avez le même angle d'approche. On peut se différencier sur le modèle économique, sur freemium, pas freemium, sur la façon dont on interagit avec les utilisateurs, sur plein de choses. Mais voilà, moi, par contre, la dernière chose sur laquelle j'ai envie d'appuyer sur la partie ISV, ensuite, je pense qu'il y a fait d'autres sujets, mais faites comme Salesforce si vous voulez vous lancer là-dedans. Surveillez vos utilisateurs, loguez leurs activités, donnez-leur du support, suivez-les. Parce qu'en fait, on a cette image de... on a vendu l'abonnement, on a mis un lien Stripe. Et c'est fini, quoi. Il y a eu un paiement et puis on se revoit l'an prochain. Ouais. Ou limite, c'est... Non, au début, il faut vraiment suivre l'usage. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tous les produits. Il faut accompagner ton utilisateur, lui suivre régulièrement, faire des points de suivi avec lui. Effectivement, c'est quand même un produit technologique. Donc, il faut prendre le temps d'avoir des feedbacks utilisateurs et savoir s'il y a des choses à améliorer ou pas. Ah oui, non, mais... Comme tout produit, normalement. Comme tout produit. Après, tu vois, quand tu es consultant, tu prestes et quand tu as fini de prester, tu n'es plus là. Tu vois, il y a des réflexes qu'on n'a pas forcément. C'est pas le même mindset que d'être un consultant et de prester que d'avoir un produit comme tu as. D'ailleurs, si on peut en parler un peu de Cesium, quels ont été les produits qui ont été mis à disposition sur l'App Exchange, qui le sont toujours d'ailleurs? Ouais, alors... Il y a le premier produit qu'on a lancé, c'était Vouchers. Il est encore sur l'App Exchange d'ailleurs, mais très honnêtement, il n'a pas fonctionné ce produit-là. Attends, c'est dommage que c'est un vrai cas d'usage. Combien de fois j'ai été sur des clients marketing cloud sur lesquels on s'est tiré les cheveux pour mettre en place des vouchers. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait c'était notre premier. Le développement de Vouchers, ça s'est fait pendant le Covid. On avait un client qui s'appelait Alltrix. À l'époque, qui fait partie du groupe Decathlon, plus ou moins maintenant, et qui avait, on avait signé un projet Salesforce Marketing Cloud, et puis ensuite, confinement. Confinement, pas grand-chose à faire. Alltrix, ça marchait bien. Ils venaient de lancer, pur hasard, je crois, leur produit de home training juste avant le Covid. C'était une boîte e-commerçant full online. Ouais, okay. C'était le roi du pétrole à ce moment-là. Ouais. Donc c'était le seul client qu'on avait encore actif pendant le Covid. Et du coup, ils avaient, on basculait d'MR6 à Salesforce Marketing Cloud. Et MR6 avait un module de gestion de coupons, de code coupon, natif dans l'outil de marketing. Au moment de la bascule, il y avait ce truc... fallait qu'on trouve un moyen de l'adresser. Je regarde et je me dis, ça manque quand même dans Salesforce Marketing Cloud. Et du coup, j'appelle Alltrix et je leur dis, si ça vous dérange pas, les gars, on va en faire une app. Vous me payez un abonnement. Je crois que j'aurais dit, non, monsieur, je crois pas. Si je sais, j'aurais dit, vous allez me payer que dalle. Tout le temps de développement de produits, vous payez pas. Et puis ensuite, je vous le fais à $50 par mois et vous avez le truc. Mais par contre, vous allez faire grosso modo le product management et je vais le vendre à d'autres. C'était à peu près le deal. Il y a eu plusieurs remarques par rapport à ça. Déjà, le pricing de départ il était trop bas, même si après, on l'a beaucoup augmenté, mais il restait trop bas. Et puis ensuite, on a fait une erreur, j'ai envie de dire, d'ingénieur. Donc, on a créé un produit. Ensuite, on a itéré avec le client. On a essayé d'arranger les choses par rapport à son besoin, etc. Et ensuite, on avait un produit plug and play. Super. Sauf que les clients susceptibles de demander vouchers, en fait, tous ceux qui nous ont appelés, ils ne cherchaient pas un truc plug and play. Ils voulaient un truc spécifique pour leur métier, c'est ça? En fait, comment dire? Et tu peux le voir avec Loyalty Management finalement. Les programmes de feed, les bons de réduction, les coupons, c'est toujours très très spécifique à une marque et à la façon dont elle gère ses clients, ses cartes, etc. Et donc à chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui nous a appelé, il avait un use case fondamentalement différent. Alors on pouvait tordre un peu la plateforme, tu vois, mais en vrai, elle n'était pas construite de la bonne façon. Elle n'était pas construite de la bonne façon parce qu'en fait, on aurait dû avoir des écrans de customisation pour le client, là où en fait, nous, on prenait des hypothèses. Voilà comment tu fais, tac, tac, tac. Et puis voilà, tu as ton coupon, tu as ton code snippet, tu peux même le mettre dans WhatsApp ou les SMS, machin, le QR code et tout. Mais en fait, au sein d'un même client qui nous appelait, parce que en fait, c'est ça aujourd'hui, les clients de Salesforce, des comptes plutôt enterprise, tu avais 3 use cases qui correspondent, aucun des 3 ne correspondait à la façon dont Vouchers fonctionnait.
Et donc, en fait, la première erreur, j'ai envie de dire, qu'on avait faite, on en a fait plusieurs, mais la première qu'on avait faite sur celui-là, c'est qu'il était, il était fermé. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on gère des réserves de coupons, c'est comme ça qu'on rajoute un coupon, c'est comme ça qu'on configure une réserve, c'est comme ça qu'on burn. Voilà, on a tout fermé, et comme on a tout fermé, ben, en fait, on n'était jamais, ça marche pas le prêt-à-porter sur les clients qui nous demandaient. Alors ça marchait sur celui chez qui on avait construit, Mais mais c'était pas déployable sur d'autres types de clients, quoi. non, pas en l'état. Ok. D'accord. Après, j'ai envie de dire, on a appris beaucoup sur celui-là. Il y a la plateforme d'hébergement qu'on utilisait à l'époque, qu'on a changé depuis. Il y a la façon dont on a construit aussi le produit. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on l'a construit comme des experts marketing cloud. Donc, quand tu es expert marketing cloud, que tu sais comment fonctionnent les automations, les data extensions, etc., bah, tu optimises certaines choses. Tu fais tourner des automations pour faire tourner ton app. Sauf que, tu vois, en fait, si tu penses en tant qu'éditeur de logiciel, est-ce que je te laisse des automations modifiables par l'utilisateur qui impactent ta facturation? Parce qu'on avait des choses à la consommation, mais qui étaient basées sur des automations qui étaient modifiables par le client. Tu vois, donc il y a des choses qu'on a fait, tu vois, qui n'étaient pas clean, donc on a dû les revoir après. Mais voilà, mais c'est de l'apprentissage. Tu es obligé d'apprendre. Donc vouchers, ouais, c'était le one size fits all, ça marchait pas sur ce type de produit. J'ai envie de dire sur le use case, un peu évolué, mais pas assez. Après, on a lancé Calendars, qui est clairement le produit qu'on a aujourd'hui, qui a le plus de clients. Okay. C'est pas cher du tout. Mais on a beaucoup de clients avec des beaux logos, tu vois, on a du Lululemon, par exemple. Et Calendars, le use case, il est tout simple à la base. Hein. C'était rajouter un lien calendrier dans les emails, tu vois, un add to calendar. C'est un vrai cas d'usage. Et tu vois, c'est tout bête, mais j'ai une vente privée, j'ai un truc. T'as un webinar, t'as un événement, t'as besoin de plugger ça avec ton calendrier. C'est ça. Quoi. Et c'était juste un composant drag and drop dans Email Builder, bim, et voilà, tu rajoutes le lien. D'accord, ok. Ça, c'est le deuxième produit. Je crois que t'en avais un autre. Non? Ouais, alors déjà, le deuxième produit, on a fait ça, et puis ensuite, on a rajouté, tu vois, des événements qui vont être plutôt perso, type des rendez-vous médicaux. Tu vois, on a une assurance qui nous prend ça pour des rendez-vous médicaux. Donc là, on va chercher l'événement dans la data extension, tu vois, enfin, tout le monde n'a pas le même rendez-vous. Ça marche pour des réservations d'hôtels, des trucs comme ça. Puis ensuite, on a mis des comptes à rebours dynamiques dessus, du use case de Lululemon. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que même si l'app aujourd'hui, elle a plusieurs use cases, les rendez-vous perso, les rendez-vous de masse, genre vente privée, et les comptes à rebours dynamiques, il n'y a aucun client qui utilise les 3 use cases. Ouais, c'est assez marrant. Quand un client nous prend l'app, c'est pour un use case donné et il fait que ce truc-là. Et tu crois que c'est par secteur? Est-ce que c'est par secteur? On a tout sur Calendars. On a de la banque privée, de la banque d'investissement. On a eu un trial convaincant chez une des plus grosses banques de détail au monde. Là, c'est perdu dans le circuit des achats. On a des parcs d'attractions, on a du retail, on a de la mutuelle. C'est super. On a la région Île-de-France aussi, by the way. Je sais pas ce qu'ils font avec, parce que bon. Mais ouais, non, on a un peu de tout sur. Et par contre, effectivement, chaque client qui nous l'a pris sur un use case, il utilise qu'une seule des 3 features. C'est assez drôle. Mais celui-là, il est complètement plug and play. Il y a pas de paramétrage, il y a rien. Et ça, c'est vraiment le type sur feature très très simple. Pitch 2 minutes. Voilà ce que ça fait. Tu installes depuis l'App Exchange en un clic. Il y a un lien Stripe pour payer. Sauf en France, hein, on veut tout faire par virement dès que c'est du B2B, mais il y a un lien Stripe pour payer. Ça peut bien marcher. Mais il faut que le use case soit ultra simple. Tu vois, sur un Add to Calendar, ça marche. Sur un code coupon, tu as plus de 5 écrans. Ouais. Non, en fait, le client, il veut de la costaud. Ouais, okay. En fait, voilà. Et puis le dernier, et puis notre produit, en fait, qui j'ai envie de dire, duquel on vit aujourd'hui, c'est Cesium Ads, qui à la base est du Advertising Studio sur le réseau TikTok, qui n'est pas couvert par Advertising Studio. C'est comme ça qu'on l'a lancé au début, et qui aujourd'hui couvre tout le périmètre d'Advertising Studio, en fait, Facebook, Instagram, Snap, Twitter, Google Ads, Pinterest, plus TikTok. Et on est en train d'étendre à d'autres canaux qui ne sont pas couverts par Advertising Studio, qui ne sont pas non plus dans la roadmap, qui sont plutôt côté asiatique. D'accord. Là où on a de la demande ou des trucs. Qui a un marché intéressant parce que sur les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, on s'est tellement cassé les dents aussi sur ces différents types de réseaux sociaux. WeChat,
Ouais, non, mais complètement. d'autres réseaux sociaux qu'il y a en Asie, effectivement, aujourd'hui, qui ne s'est pas supporté par Salesforce. Donc, Ben il voilà, a marché dessus, quoi. Advertising Studio, il bouge plus sur Marketing Cloud. Donc Ok. nous, on a des clients qui ont churné d'Advertising Studio pour passer chez nous. Mhm. Bon, pour un tarif plus avantageux, mais aussi pour avoir l'ouverture à TikTok. Ouais. Et puis, si tu veux, l'évolutivité de la plateforme. Parce que là, on rajoute d'autres canaux, c'est ce que je te dis comme ça. La feature principale qu'on est en train de rajouter à Cesium Ads, c'est la capacité à rajouter toi-même un canal publicitaire, enfin en tant que consultant, tu vois, s'il y a des intégrateurs, etc. On met les écrans de paramétrage pour qu'ils puissent rajouter un canal custo. Ok. On le fait parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on rajoute un nouveau canal, techniquement, ça nous prend environ 2-3 jours quand les API sont documentés. À un moment, on s'est dit, au lieu de les rajouter tous, Tu peut-être laisses que le ouvert. mieux, c'est de laisser le client rajouter ce qu'il a envie. Lui-même. Ça n'impacte pas notre modèle économique parce que nous, on facture le nombre d'audiences partagées. Mhm. Et donc, voilà, là, on va juste ouvrir la possibilité aux clients, aux intégrateurs, etc., de pouvoir ajouter des canaux. Mais voilà, demain, tu pourras rajouter Telegram dans le Journey Builder si tu as envie en 2-3 écrans, quoi. Tu sais qu'il y a de la pub sur Telegram Non, et je savais pas. tu peux payer en crypto. On a un client qui nous a demandé ça. Peut-être avec la crypto de Telegram d'ailleurs, non? Ils ont une crypto, Ton, je crois, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, après, intéressant. Justement, ça fait une très belle transition avec le sujet que je voulais aborder sur le futur un peu du marketing digital. Parce que là, on a plein de plateformes là, qui se sont créées sur j'allais dire les 10 dernières années, mais même les 5 dernières années. Tu parles de Telegram, on parle de TikTok. Il y en a d'autres encore, je pense, qui vont arriver. Au début, quand on réfléchit bien avec Marketing Cloud, à la base, c'était juste pour faire de l'email. Ouais. Qui ensuite a intégré d'autres canaux comme le SMS, les push notifications et ensuite les réseaux sociaux, qui à mon sens devient tellement un canal important d'acquisition, d'information, de tout, que par rapport à la plateforme qui est à disposition aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des hypothèses, des scénarios de ce que va devoir être demain le marketing digital? Et comment Salesforce va pouvoir rentrer dans ça? Tu as dit beaucoup de choses. Mais on va simplifier un petit peu. Moi, la vision que j'ai depuis que on va dire que OpenAI est sorti de la boîte, c'est que Internet va fondamentalement changer et que finalement, on va plus aller sur le site de Decathlon pour chercher pendant 2 heures des baskets ou je sais pas moi sur footlocker.com ou whatever. On va demander à un agent d'aller nous prendre tel modèle de basket qu'on a envie d'acheter, plutôt de telle ou telle couleur, au meilleur rapport qualité-prix, et tu vas avoir une IA qui va aller scraper pour toi les sites commerçants avec tes critères et qui va te faire tes propositions et tu vas cliquer. Ce que je veux dire par là, c'est, et Salesforce l'avait dit à un moment sur une keynote Commerce Cloud, AI is the new UI, mais je pense que tu vois, les frontaux petit à petit vont disparaître. On va pas sur un site web pour faire du lèche-vitrine, en tout cas pas moi. Il y en a qui font, mais Beaucoup. Il y en a beaucoup. mais on fait pas vraiment le lèche-vitrine. Enfin, tu vois, sur le site web, on n'est pas en train de naviguer dans toutes les pages pour voir tous les produits, etc. On y va parce qu'on a besoin. Et en général, quand on est en train de cliquer partout, c'est qu'on cherche quelque chose en particulier. Donc, si à un moment, quelque chose peut le chercher pour nous, on va le demander. Et si une IA peut nous éviter de nous enfermer sur une marque et de taper sur plusieurs sites en même temps, on va y aller. Alors, c'est pas encore le cas tout de suite, tu vois, mais si je projette, moi, je le vois comme ça. Tu le vois comme une IA qui pourrait à qui tu pourrais demander de l'inspiration sur une thématique. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, je cherche une paire de chaussures cool. Bah oui. C'est ma requête, c'est mon prompt de demain. Mais maintenant, quand tu fais des recherches sur Google, si tu es aux US, tu fais des recherches sur Google, la première chose qui monte, c'est pas des pages, c'est l'IA de Google, c'est l'IA de Google qui te répond et qui te propose des produits, etc. Donc, tu vois, ça va bouger. Donc, où c'est que ça nous amène, ça? Ça nous amène à le temps de cerveau qui va redevenir disponible, parce qu'en fait, le marketing, c'est essayer de pousser ton message pendant le temps de cerveau disponible. Il va se transvaser vers des plateformes, tu vois, où les gens passent leur temps. Et les plateformes où les gens passent leur temps en ce moment, c'est quoi? C'est TikTok, c'est Instagram, c'est Twitch ou autre. Hein, mais tu vois, Twitch, ils vont bientôt lancer leur plateforme publicitaire. Netflix, ils commencent à lancer les ads. Maintenant, en tant qu'annonceur, pour le moment, le ciblage, il est un peu bateau. Hein. C'est catégorie de films. Bon, c'est pas encore révolutionnaire, mais ils vont affiner. Tous ces endroits où tu passes du temps vont devenir des endroits où tu pourras adresser tes clients. Sur la partie canaux, je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup changer. Le mail, je vais me faire des ennemis, mais moi, je ne crois pas que ça va durer très longtemps. Ah oui, tu penses, ouais.
Mais moi, tel que je le vois aujourd'hui, le mail, alors il sert à se connecter à tout ou à créer des comptes. Ouais. Donc, il te permet de créer ton compte. C'est pas pour ça que tu vas le consulter. Et deux, tu as quand même un usage qui est de plus en plus répandu. Et surtout, avec les onglets promotion, etc., tu vas pas ouvrir le mail que la marque t'a envoyé parce que tu kiffes la marque. Tu vas l'ouvrir parce que ça dépend, hein. Il y a les marques statut, etc., où tu ouvres parce que ta relation à la marque est particulière. Et il y a les marques, j'ai envie de dire, utilitaires. Donc, tu achètes un truc parce que tu as besoin. Bah, ces marques utilitaires, en fait, tu vas aller ouvrir les mails quand tu as le besoin pour aller voir si tu n'as pas un coupon qui traîne quelque part dans ta boîte de réception. J'ai peut-être reçu un truc il y a 15 jours qui va me permettre de faire moins 10%, je sais pas quoi. Mais tu vois, tu l'ouvres à rebours. Alors après, côté marketing, le KPI, on dit ouverture, clic, achat hier. Mais en fait, non. En fait, l'achat était prévu. Ok, non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'avais une autre vision de l'email, pour tout te dire, pour tout Mais partager. je t'ai dit que je me ferais des ennemis parce que non, mais y a pas de- en fait, je pense que mais juste plein dis-moi de ce que gens t'en ne sont penses. pas En d'accord. fait, j'en ai deux. J'ai deux visions pour moi. Il y a, tu sais ce qu'on appelle l'AMP, c'est qu'en fait directement sur ton email, demain ça va devenir une mini boutique sur laquelle je vais pouvoir envoyer un email sur un produit et tu vas pouvoir acheter directement sur mon email. Ouais. Donc je sélectionne le nombre de quantités, je rentre ma carte bleue, boum, c'est parti, c'est envoyé. Je trouve que ça peut être un cas d'usage intéressant demain. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est pas évident et intégrable partout. Je parle des ISP, tu vois, des Internet Bah oui, mais en fait, c'est le principal problème de ce use case-là. Voilà, c'est que sur Google, ça marche très bien. Outlook, un peu moins bien. Mais sur Google, ça marche très bien tant que ça va arranger Google. Tant que ça va arranger. Ouais, après, l'intérêt de Google, ça va être que les gens, ils vont tendre de plus en plus sur cette solution-là. Je sais pas. Tu vois, pour moi, c'était une hypothèse que l'AMP puisse accélérer l'utilisation plus des emails. Et j'avais un autre truc aussi en tête, c'est que, il y a un moment quand même, le courrier papier, j'imagine qu'il va vraiment mourir. J'imagine, d'accord? Et ce que je me suis dit, c'est que les emails, ça va être nos accusés de réception. On a une autre technologie qui est merveilleuse, qui est la blockchain. Et en gros, mon email, je l'intègre, je le connecte à une blockchain sur lequel j'ai un registre et il fait foi d'une vraie chose, de quelque chose qui est tangible, sur lequel je ne vais pas pouvoir pirater. Donc, je t'envoie une facture, je t'envoie un recommandé ou whatever, je le connecte avec ma blockchain et au moins, ça, c'est sûr que c'est vrai. Voilà, moi, c'est deux cas d'usage que j'avais pour l'email. Après, l'email, il disparaîtra pas complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je parle aussi d'un point de vue générationnel. Le plus jeune que nous, aller regarder les contenus des emails de moins en moins. Ouais, je suis d'accord. Et les plus jeunes que nous, ils sont encore là dans 10 ans. Et dans 10 ans, ils regarderont pas leur mail plus qu'aujourd'hui. Hein. Donc c'est plus comme ça que je vois le truc. Et finalement, un annonceur, son objectif, c'est de rencontrer ses clients où ils se trouvent. Je dis juste qu'ils sont en train de bouger. Alors, bon, ça dépend. Si ta cible, elle est encore appétente à l'email, tu shootes de l'email. Mais je pense que plus ça va aller, plus on va être capable de cruncher de la data, tu vois. Je fais une transition avec du data cloud, par exemple. Tout à fait. Mais plus tu vas être capable de cruncher de la data à gros volume, plus tu vas personnaliser. Peut-être que tu vas envoyer plus que 2% de mails, mais tu sais exactement à qui tu les envoies. Ou peut-être que tu vas envoyer 95% de mails. Ouais. Je vais dire un truc. J'ai fait un call avec une personne il n'y a pas si longtemps que ça. Je te fais un résumé. À la fin des fins, le meilleur circuit d'acquisition de cette marque-là, c'était un email très long, très très long, beaucoup de texte, avec un lien vers une landing qui contenait une vidéo d'1 heure. Et cette vidéo d'1 heure, on ne peut pas l'avancer en avance rapide. D'accord. Et c'est à la fin de la vidéo que tu peux télécharger un formulaire d'inscription au truc auquel tu vas faut souscrire. être vraiment méga fan de la marque alors. Mais ok. C'est dans le médical, c'est très particulier. d'accord, c'est autre chose. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, ce type de use case, il existe. Ouais. Et ça veut quand même dire, les gens sont pas tous les mêmes, tes clients sont pas les mêmes. On a souvent tendance à essayer de répliquer d'un client à un autre ce qui a marché chez le précédent. Ouais, c'est totalement faux, je suis d'accord. Il faut personnaliser. Faut personnaliser. Pour ça, il faut avoir de la data pour analyser ce qui se passe. Il faut savoir l'analyser aussi objectivement, hein, parce que souvent, dans la data, plus on a de data, plus on cherche ce qui confirme notre point de vue. On peut lui faire dire ce qu'on veut, ouais, je comprends. Mais si tu regardes objectivement, tu pourrais très bien te retrouver à faire du porte-à-porte et du courrier papier sur certains business. Hein. Ça serait pas plus choquant que ça. Hein. Et puis, pour revenir au courrier, tu vois, tous les colis qu'on reçoit, je suis désolé, mais moi, quand j'ai une petite carte dans le colis avec un petit truc, un petit push, un petit cross-sell dans le colis,
oui, ça peut marcher. Hein. Ouais. Pour peu que je sois content de la livraison, ça peut très bien marcher, la petite carte. Avec si je peux scanner un truc vite fait, ça peut le faire. Donc, finalement, ce que tu fais, c'est que tu exploites des touchpoints à la fin. Par contre, là où tu as raison, c'est que les touchpoints, ils sont en train d'exploser de plus en plus. Alors avant, ce qu'on nous expliquait, c'est que, allez, on va faire un cadrage, on va faire du journey mapping et on va essayer d'imaginer les journées du client et de mettre des push ou le bon message à chaque étape d'une journée. Mais oui, mon ami, mais à la fin, on essayait de faire 3 personas, on essayait de faire un petit Pareto, un petit 80-20 pour essayer de toucher avec 20% de journée les 80% de notre parc client. Ouais, enfin, on pourrait peut-être arrêter de jouer à la baballe. Maintenant, on peut traiter des gros volumes de données quasi en temps réel. Est-ce que la notion de journée mapping, etc., elle a encore du sens ? Je crois qu'on se l'était dit avant de se voir, mais moi, la cinématique, on est en train d'anticiper sur 3 mois des interactions en fonction de telle ouverture de mail et tel SMS envoyé. Et s'il a été sur le site web dans les 2 semaines qu'on suivit, alors c'est ça que je dois lui pousser. Je suis désolé, mais à la fin des fins, on adresse un pourcentage minime du client. On fait semblant de penser que notre taux de transformation, il est dû à site cinématique, alors que si ça se trouve, dans l'intervalle, il a pas du tout regardé les emails correctement. Et le taux d'ouverture est biaisé, et c'est la pub à la télé qui a tout pété. Ouais. Donc, non, là, on a des touchpoints. Chaque touchpoint, sauf les trucs déconnectés offline, on est capable de collecter de la donnée, on est capable d'adapter un message, un messaging et même un offering à chaque touchpoint. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, si j'ai un outil, c'est pas adapté pour toutes les marques, hein, mais si je suis capable d'avoir une Customer Data Platform, si je suis capable d'avoir une data platform, là je pense un peu plus bas, tu vois, un Databricks, un Snowflake, quelque chose comme ça. Si je suis capable de manipuler mes données, de leur faire dire exactement la réalité de l'état de mon client, c'est-à-dire parce qu'on parle souvent de bonne offre au bon moment, tout ça, là, machin. Mais le bon moment, tu vois, faut savoir le topper. Hein. Et pour le topper, peut-être que le mec il était parti sur acheter des baskets et puis finalement il s'est passé X ou Y, je sais pas, finalement il pleut la semaine prochaine et il va se rabattre sur de l'escalade. Et ça, tu peux le topper aujourd'hui. Ouais. Est-ce que pour autant tu dois le laisser enfermé dans son journée qui doit se finir dans 3 semaines sur toujours l'équipement de tracking? Non. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que la manière dont on construisait des customer journey qui étaient basées sur des hypothèses, même si on avait des data, mais basées sur des hypothèses, on va moins avoir ce genre de customer journey parce qu'il sera plus relatif à des vraies interactions en real time et qui va se reconstruire au fur et à mesure et à chaque fois. Alors, je pense qu'on devrait plus avoir ça. Et malheureusement, je pense que c'est tout ce qu'on a. Je pense aujourd'hui, mais finalement, si on essaie de se projeter un peu plus tard, la construction qu'on a actuellement, elle aura plus de sens du coup. Ah oui, non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que là, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est... Je vais essayer de rentrer un peu je mets les pieds dans le plat. Je vois de la paresse intellectuelle aussi chez les consultants. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on fait des journées et du coup, aujourd'hui, tu as des consultants, ils se pointent, ils proposent Data Cloud et puis on va mettre on top, alors que ce soit Marketing on Core ou Marketing Cloud Engagement. C'est l'outil d'activation est indifférent là, mais et ensuite, ils vont faire on top de Data Cloud leur cadrage comme ils font depuis quasiment 10 ans pour dessiner leur journée et faire leur cinématique sur 180 jours avec les 3 canaux basés sur 2-3 data extensions à la noix. Et non, maintenant que tu as Data Cloud, tu peux penser autrement. Et je pense qu'il y a de la paresse intellectuelle du côté des consultants. Et pourquoi je la mets du côté des consultants? C'est parce que, en fait, c'est nous qui amenons la technologie disruptive. C'est nous qui la connaissons. Alors oui, le client, il achète une plateforme, il achète une CDP. Le client, quand il achète une CDP, Salesforce vient l'éduquer sur ce que fait Data Cloud. Voilà, on unifie la donnée, on permet de l'analyser, ensuite on l'active. Donc, grosso modo, en 3 étapes simplifiées. Et ensuite, Salesforce vend son produit avec ses éléments différenciants. Donc ça, c'est de la vente de produits. Nous, les consultants, on amène de la valeur. De la valeur, et la valeur, on l'amène au travers de quoi? De la connaissance de comment on va exploiter ces outils-là pour apporter une valeur ajoutée au business. Eh bien, c'est là que je dis qu'on a une espèce de paresse intellectuelle, c'est qu'à partir du moment où on leur amène du data cloud, il faut qu'on les amène à changer la façon de faire du marketing. Alors, ils ne vont pas béner leur journée du jour au lendemain. Le welcome journey, il sera toujours pertinent. Mais
C'est à nous de commencer à leur expliquer, c'est à nous de faire la pédagogie, de leur dire, maintenant, tu peux faire du one-to-one personnalisé à chaque instant T. Et donc, à partir de là, tu peux essayer d'avoir une gestion dynamique de tes offres sur tes canaux par rapport à quel client entre en interaction avec la marque, dans quelle temporalité, où on se situe dans une période de solde, on se situe en été, il pleut aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il faut que, et si tu penses à comment je fais pour structurer un data cloud, comment je fais pour structurer mes objets, tu vois, tout le schéma, tout le modèle de données, comment je fais pour le structurer pour faire ça, tu fais pas la même implémentation que quand tu fais une implémentation pour aller en aval, abreuver des data extensions et un truc plutôt statique. Ouais, Donc, en fait, on prend un autre schéma. On prend des roles et on leur fait faire un petit circuit de calèche. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, on va pas se cacher, on va pas se cacher, mais un outil comme Data Cloud, c'est très cher. Aller chercher du ROI sur un outil comme Data Cloud, c'est pas simple. Le business case, on se le prend tous là pendant la phase d'avant-vente. Où c'est qu'on gagne de l'argent ? Combien ça va nous coûter en crédit patati patata. Ok, ça coûte très cher. Maintenant, si tu prends Data Cloud et que tu fais exactement ce que tu faisais avant sans Data Cloud, enfin, il y a un truc faut pas se leurrer. Tu vas pas faire plus d'argent. Donc, est-ce que tu veux vraiment avoir une valeur ajoutée ou c'est juste sur slide ? Si tu veux vraiment avoir une valeur ajoutée, Data Cloud, c'est un moyen qui va te permettre de changer de paradigme au niveau process, au niveau métier, au niveau de ton plan marketing, au niveau de la façon dont tu actives, au niveau de ta logique canaux aussi. Parce que dans Data Cloud, les canaux, c'est juste comment ils appellent ça, un external target. Enfin, c'est une target, mais c'est ça que ça doit être. C'est pas le canal. Parce que, en fait, et c'est là que c'est intéressant. Si tu pars de Marketing Cloud, Marketing Cloud, comme tous les outils cloud, on est parti d'un MVP, on a itéré. Et tous les outils de marketing automation, ils sont partis d'un canal. Marketing Cloud Engagement, Exact Target. Au départ, c'est une pondeuse à email. Ouais. Et puis, ça évolue. Braze, ça part du push mobile. Et puis, ça évolue. Finalement, ça évolue sur les autres canaux et puis ensuite, on structure un peu tout ça dans un équivalent de journée. Mais c'est à peu près toujours la même chose. Donc, on part du canal dont le canal est important. La construction du mail, le copywriting, l'HTML, le CSS, enfin, toutes les petites bidouilles. Oui, mais maintenant, il y a des IA génératives en fait, qui vont simplifier tout ça. Elles ne sont peut-être pas parfaites. Tous ceux qui ne les trouvent pas parfaites aujourd'hui parce que ce sont des experts, et s'ils se souviennent que c'est des bébés, ils vont se rendre compte que dans 2 ans, l'IA générative, il va être propre, le HTML et le CSS, et pour toutes les messageries. Donc, il y a assez de data pour qu'elles apprennent. Donc, en fait, il faut qu'on se détache du canal. Si on veut faire du marketing, il faut qu'on se détache du canal. Et plus c'est dans la donnée, du coup, dans le traitement de la donnée. Oui, en fait, il y a 2 choses. Je pense que le barycentre bouge côté data. Alors, c'est quelque chose qu'on voit chez Salesforce, avec Marketing Cloud On-Core qui arrive on top de Data Cloud. Mais c'est pas que chez Salesforce. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une tendance qui s'ouvre à tous. Ouais, Snowflake a plus ou moins fourni des moteurs de decisioning en marque blanche pour Braze et je crois Bloomreach aussi. Je crois que c'est Snowflake derrière. Mais voilà, ils sont tous en train d'essayer de bouger sur la partie decisioning avec un socle data assez fort, ou alors en se maquant avec des CDP autres type iTouch, etc. Mais le marketing de demain, il est drivé par la data plus que jamais. Et quand c'est drivé par de la data, c'est plus du scénario figé. Le journée, en fait, aujourd'hui, c'est comme si... c'est un peu comme ton scénario figé d'il y a 20 ans, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en fait, dans la façon dont on présente Marketing Cloud On-Core comme pas encore au niveau de Marketing Cloud Engagement, je trouve que finalement, on attaque ça du mauvais côté. Un bon outil d'activation marketing sur un outil de data puissant n'a pas à faire de l'orchestration de journée comme le faisait Marketing Cloud Engagement. Claire. C'est très différent dans l'esprit, c'est très différent dans la façon de faire. Et on n'innove pas en faisant de la feature parity, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est passé des calèches aux voitures, on n'a pas rajouté des chevaux. Donc, je la garde, celle-là. J'aime bien. Ok. Donc, ouais, donc ce que tu dis, c'est que sur l'avenir, et
c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de marketing digital avec des experts, on est tous sur la même conclusion. C'est qu'on passe plus sur de la data, le traitement de la data, l'utilisation de cette data et l'activation de cette data sur n'importe quel canal. Chose qu'on ne construisait pas du tout de la même manière qu'on avait auparavant. Et juste pour rebondir aussi sur les sujets d'Agent IA, que c'est intéressant ce que tu dis sur le front, en fait, qu'on va avoir en termes d'IHM, du X. Finalement, je suis assez d'accord, c'est qu'on va plus se connecter à un outil et sur cet outil, de naviguer sur les différents menus et sur ces menus-là, de faire du paramétrage et choisir des choses. Et que sur chacun des outils qui sera à disposition, on va pouvoir échanger avec un agent sur lequel un langage naturel, on va opérer, on va pouvoir lui proposer des choses et lui demander des choses. Et lui-même nous construira des parcours, des segmentations, il va cruncher la donnée et nous proposer des choses. Ouais, alors il y a deux choses là-dessus. Hein. Tu as raison sur la partie exécution. C'est-à-dire, j'ouvre mon outil de marketing ou j'ouvre mon assistant marketing et je le prompte pour faire un email pour la vente privée de la semaine prochaine. Mais ça, quand tu y penses, d'un point de vue des opérations marketing, c'est que la brique exécution. Il n'y a pas la planification, il n'y a pas la prise de décision, il n'y a pas l'approbation des contenus, il n'y a pas les petites réunions de synchro où on s'est dit combien on lance de campagne, on va sur quel canal, etc. Tu vois c'est la fin des fins. Sur la partie exécution, qui n'est pas de front, je te rejoins. On va prompter, on va vérifier l'output avant qu'il parte éventuellement, voir si l'agent, ça fait 2-3 ans qu'on l'utilise, qu'il connaît parfaitement la marque, qu'on sait que les mails sont propres, etc. On risque de les autoriser à lancer des actions eux-mêmes, tout à fait envisageable. Par contre, pour moi, il va rester des écrans sur toute la partie décisionnelle qui manipule la donnée. Parce qu'il va bien falloir qu'à un moment, quand on s'assoit dans des salles de réunion ou qu'on fait des calls, qu'on ait des éléments pour voir, pour suivre comment ça se passe, pour essayer de prendre des décisions. Donc oui, on va avoir des IA qui vont nous aider à faire de la prise de décision, mais il va falloir qu'elles nous offrent du visuel, quoi. Alors peut-être qu'on sera plus sur le même type d'interface, peut-être que ça sera des interfaces complètement dynamiques générées par des IA à la volée, mais il va nous falloir un support. Ok, parfait. Ok. Enfin, je pense que... Merci beaucoup, Mounir. Merci à toi. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on termine. Non, je suis très content d'avoir discuté avec toi. Je ne t'ai pas laissé parler. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu es là pour ça. Tu étais là pour partager. Je voulais absolument avoir ton point de vue parce qu'on a échangé avant d'enregistrer le podcast. On avait des échanges hyper intéressants. Et voilà, donc tu les rends. Non, mais un dernier mot quand même, plutôt adressé à la communauté. Les métiers sont en train de changer beaucoup. Clairement. On a parlé d'IA qui faisait le boulot sur un certain nombre de sujets, mais tu vois, par exemple, les consultants sur la partie marketing cloud qui étaient très spécialisés sur la conception des emails, etc. Très honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir à manger pour tout le monde pendant très longtemps encore. Je pense que si on parle de pérennité de carrière sur ces sujets-là, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels il faut aller si on veut durer. Là, c'est la data et l'IA. Sur l'IA, c'est un pari parce qu'en fait, là où vous vous skillez, on ne sait pas ce qui va arriver demain. La data, c'est une valeur sûre. C'est vrai. Elle est là depuis très longtemps et elle sera toujours là. De toute façon, pas de data, pas de chocolat sur ce sujet-là. Donc sur la data, je la garde. sur la data, c'est le safe play. Ouais. Mais il y aura du monde et c'est très technique. La barrière à l'entrée va être de plus en plus élevée. Ouais. Après, il y a l'IA. Mais l'IA, d'un point de vue, c'est risqué si on parle juste de spécialisation IA. Mais après, si on envisage un travail avec des agents IA sur les sujets CRM, la réalité, c'est qu'en fait, l'IA, ce qu'on va pouvoir lui apporter et apporter avec elle, c'est une compétence très, très fine du métier. Donc, soit vous faites de la data, soit vous vous spécialisez sur les process métiers, des process sales dans l'assurance, des process sales dans la pharma, des process marketing dans l'hôtellerie. Il va falloir être très, très bon sur des sujets très, très spécifiques. Merci pour le message. J'espère qu'il va atteindre la communauté. Merci à tous, merci à vous. Merci d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.